Merci. Je vais me lever, hein. Je préfère être debout. Si ça vous ennuie pas, je préfère être debout. Non? Oui, oui, parce que d'abord je vois tout le monde. Je vais prendre ta chaise. Ah bon, S'il n'y en a plus. Mais si t'en as d'accord, besoin, tu d'accord. peux- Oui, oui, je m'assierai sur tes genoux. Ah oui. Bon, alors, On ne me connaît pas beaucoup. J'étais révolutionnaire à 7 ans. Je suis complètement incapable d'ouvrir un livre de Marx. Ça m'emmerde. Là-dessus, je m'en remets aux autres. voilà, comme l'a dit Muriel, Prévert est à la fois très connu et tout à fait méconnu. Et on donne son nom aux écoles pour les enfants parce qu'on pense que sa poésie est accessible à tous et que les enfants vont apprécier cette fantaisie et ce vocabulaire très inventif. Mais je pense qu'il reste à la surface des choses et qu'il y a en effet chez Prévert beaucoup d'autres talents et beaucoup de réflexion, hein, finalement. Voilà. Alors, je vais faire une conférence pas du tout académique, c'est-à-dire que dans une première partie, je vais parler un peu de la vie de Prévert, parce qu'il y a des choses intéressantes qu'on ne connaît pas généralement. Et dans une deuxième partie, je parlerai davantage de son engagement et de ce qu'il a combattu pendant sa vie et dans son œuvre. Voilà. Alors, ce qui se dégage d'une manière générale de l'œuvre de Prévert et sans doute de son caractère, c'est à la fois son caractère contestataire, bien sûr, et son humanité. Je crois que c'est à la fois la liberté et l'humanité qui sont les deux mots d'ordre de l'œuvre de Prévert et de la pensée de Prévert. Alors, en ce qui concerne donc sa vie, Prévert est né en 1900, avec le siècle. Il est né et il a vécu son enfance, sa petite enfance, à Neuilly, entre deux parents très aimants. Le père vient d'une famille bourgeoise et le grand-père Auguste, que Prévert appelle Auguste le Sévère, va peser de toute sa, à la fois son caractère conservateur et religieux, c'est un catholique très pratiquant, et il s'occupait justement d'œuvres de l'Église catholique. Et il était très critique vis-à-vis de son fils, qui n'avait pas réussi, qui en plus ne croyait en rien et qui buvait beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose dont Prévert aura hérité, dont Jacques Prévert aura hérité. Et il suivait donc souvent son père dans les cafés. Et puis, à un moment donné, le grand-père, voyant que le père n'arrivait absolument pas à trouver du travail ou qu'au bout de 3 mois, il se faisait virer, l'a embauché pour aller, c'est quelque chose, comme il s'occupait d'œuvres caritatives, d'œuvres de l'Église catholique, il a embauché son fils, qui s'appelait André, pour aller vérifier dans les familles qui étaient aidées par ces œuvres si elles en faisaient bon usage et si elles se tenaient bien, si elles se comportaient bien. Sinon, bon. Alors, André l'a suivi quelque temps, mais à vrai dire, ça ne l'amusait pas du tout. Et le petit Jacques, de temps en temps, allait avec eux, et pour lui, c'était épouvantable. Donc, ils allaient chez les pauvres, en fait, hein, voir comment ça se passait. Alors, la maman, en revanche, est une maman aimante, qui s'appelle Suzanne, qui est tout à fait agréable, très tolérante avec son mari, hein, qui souvent ne rentre pas ou rentre à point d'heure dans un état que vous imaginez. Et non, mais ça se passait bien quand même. Et alors, le grand-père, le fameux Auguste le Sévère, comme l'appelle Jacques, il avait donc, comme il trouvait que son fils avait fait une mésalliance, il avait exigé que Suzanne pose devant un piano comme si elle allait se mettre à jouer, donc avec les 2 mains sur le piano, alors qu'elle n'avait jamais fait de musique de sa vie. Et c'est donc la photo officielle de Suzanne. Hein, voilà. Ce qui rend bien le caractère du grand-père. Voilà. Alors, Jacques, il a un grand frère qui s'appelle Jean et qui va mourir précocement en 1915 d'une maladie, en fait, hein, de maladie. Et il va avoir un petit frère que tout le monde connaît qui va travailler dans le cinéma
Hein, c'est Pierre Prévert, dit Pierrot. Voilà. Alors, Auguste Lessévère, donc on en a parlé. Donc Jacques va à l'école primaire de Neuilly. C'est sa maman qui lui a appris à lire d'abord dans les contes. Et après, donc à l'école primaire, c'est un assez bon élève, mais il n'est pas du tout passionné par l'école. Et il fait souvent l'école buissonnière. Hein, il aime bien se balader plutôt. Et il va sortir de l'école une fois pour toutes à 14 ans avec le certificat d'études. Donc on peut dire qu'il est un autodidacte parce qu'il n'a aucun diplôme à part le certificat d'études, qui peut-être à l'époque était déjà bien, mais bon, voilà. Mais il a toujours beaucoup lu et il a beaucoup écouté aussi les gens qu'il rencontrait. Hein, il était très passionné par la nature humaine en général. Alors la famille je peux ajouter une petite anecdote si l'on veut, c'est qu'il jouait petit à Neuilly avec un enfant qui s'appelait Louis. Et ce Louis, c'est Louis Aragon. Et vous savez peut-être que Louis Aragon a cru pendant longtemps que sa mère était sa mère, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une grande sœur qui était sa vraie mère. Et comme souvent dans les familles bourgeoises, on avait caché ce péché horrible en faisant de la mère de famille la mère aussi du petit Louis, qui n'apprendra la vérité que quand il deviendra adulte, à l'âge de 18 ou 20 ans. Voilà. Mais il ne semble pas avoir été traumatisé par ça, mais bon, on n'en sait pas plus. Donc, d'ailleurs, Jacques n'aimait pas tellement Louis, ils ne s'entendaient pas tellement. Hein, ce n'était pas du tout le même genre de famille déjà. Hein, Louis était dans une famille vraiment bourgeoise et Jacques non, même si le grand-père faisait partie d'une bourgeoisie catholique. Voilà. Bien, alors ils vont donc quitter Neuilly pour s'installer à Paris, quand Jacques est encore enfant. Et là, en 1920, il est rattrapé par le service militaire, bien sûr, hein, qu'il doit faire. Et ce service militaire va bien se passer, finalement. D'abord parce qu'il va pouvoir partir à Istanbul quelque temps, donc il est très content, et aussi parce qu'il va partager la chambre de Yves Tanguy. Yves Tanguy, qui a donc le même âge, qui est de la même classe que lui. Yves Tanguy est arrivé donc dans la chambrée en disant « Moi, je mange des araignées ». Alors tout le monde a fui, personne n'a voulu partager sa chambre, sauf Jacques Prévert qui a trouvé ça extrêmement drôle et sympathique de vivre avec quelqu'un qui mange des araignées. Et on pense que finalement c'était un moyen pour Tanguy de rester seul dans sa chambre, mais Prévert s'y est installé, ça a très très bien marché, à l'heure actuelle on dirait matché, entre eux. Voilà. Alors, l'autre homme dont il fait la connaissance au service militaire va être aussi un ami de toute sa vie. Il s'appelle Marcel Duhamel. Donc lui, il est d'une famille plutôt riche. Et Marcel Duhamel va être d'un grand secours financier et matériel dans la vie de Jacques. Voilà. Alors, donc, à la sortie du service militaire, Jacques n'a pas de métier, hein, il ne sait pas quoi faire. Alors, tantôt, il fait un peu de figuration, tantôt, il rend des petits services. Enfin, il dit même qu'il a exercé quelques métiers peu avouables. Donc, à votre imagination de chercher ce qu'il a bien pu faire. Moi, je vois à peu près, mais bon. Alors, Marcel Duhamel, qui a la chance d'appartenir à une famille riche, va se voir confier par un oncle la direction d'un grand hôtel, qui est l'hôtel Wagram à Paris. Et donc, il va bien gagner sa vie et il va pouvoir louer un logement assez grand pour héberger aussi ses amis. Donc, il se retrouve à 3 couples et plus si affinité, rue du Château, voilà, dans le logement loué par Marcel. Un de leurs amis a écrit « Il règne rue du Château une atmosphère familiale, alcoolique et irrévérencieuse ». J'aime beaucoup ces 3 adjectifs qui correspondent tout à fait à Jacques Prévert. Voilà. Donc je les répète, une atmosphère familiale, alcoolique et irrévérencieuse. Alors d'autres amis vont les rejoindre
tous les artistes de l'époque. Hein. On est étonné de savoir qu'ils se connaissaient tous et qu'ils vivaient ensemble. Hein. Queneau, Cosma et bien d'autres vont se joindre à eux, Léris, Desnos, enfin tous ces artistes de cette époque-là. Ils fréquentent tous une librairie qui a apparemment beaucoup compté à cette époque-là, qui se trouve rue de l'Odéon et qui est tenue par une certaine Adrienne Lemonnier, dont moi je n'avais jamais entendu parler jusque-là, qui est une femme très cultivée et une vraie bonne libraire, et qui va donc les accueillir, parler avec eux, et surtout compléter, parfaire la culture de Jacques, qui n'a pas beaucoup de culture, même s'il lit beaucoup, et grâce à cette femme, il va lire des auteurs comme Lautréamont ou des auteurs comme ça, qui sont moins connus du grand public. Voilà. Par ailleurs, grâce à Pierre Prévert, dit Pierrot, il va pouvoir regarder des films, hein, parce que Pierrot a accès à tout le monde du cinéma, et en particulier, à cette époque-là, la grande mode pour les intellectuels ou pour les artistes, ce sont les films de Buñuel. Et voilà, donc ils sont tous très admiratifs de ces films qui, en revanche, choquent beaucoup les bourgeois. Donc, il se lie avec le groupe surréaliste, puisque Breton et quelques autres fréquentent la rue du Château, et ils dorment quelquefois, et il partage avec ces gens le goût de la révolte, le goût de l'insolite, l'anticonservatisme en quelque sorte, et il n'a jamais vraiment signé une adhésion quelconque, parce qu'il ne supportait pas de faire ça, Prévert. Hein. Il avait un attachement à la liberté absolument incroyable, mais il va suivre souvent leurs initiatives, partager leurs soirées, et il y a, à un moment donné, il décide donc en groupe de passer 2 ou 3 soirées en toute franchise et sans aucun tabou sur leur sexualité. Chacun va raconter sa sexualité, ses fantasmes, etc. Et alors, à notre grand étonnement, ce que Prévert va avouer, et qu'il n'oserait plus avouer aujourd'hui, c'est son goût pour les femmes très jeunes, c'est-à-dire de préférence entre 14 et 16 ans. Voilà. Alors, je ne sais pas, il passera peut-être pas toujours à l'acte, mais en tout cas, dans sa vie, il aura 2 liaisons assez longues avec des jeunes filles ou des jeunes femmes de 16 ans, voilà, qui ont beaucoup compté pour lui. L'une, c'est Jacqueline Laurent, et l'autre, je crois qu'elle s'appelle Claudie Carter, et il a partagé quelques années avec l'une, puis avec l'autre. Voilà. Mais bon, aucun scandale n'en est ressorti. C'est prescrit. C'est prescrit. Il est trop tard pour porter plainte. Mais dès 1926, Breton exclut du groupe des surréalistes plusieurs poètes ou artistes qui ne lui obéissent pas totalement, parmi lesquels, donc, pourtant, son cofondateur, c'est-à-dire Soupeau, et puis aussi Roger Vitrac, Antonin Artaud, etc. Voilà. Alors Prévert, qui ne supporte pas l'autorité en général, ni l'intransigeance de Breton en particulier, va aussi quitter le groupe. Et avec quelques exclus, ils vont imaginer un pamphlet qu'ils vont pouvoir publier dans un journal. Hein. C'est toi qui le lis, oui, si tu veux. Enfin, c'est quelques lignes simplement. Mort d'un monsieur. Il était très douillet. Pour une coupure de presse, il gardait la chambre 8 jours. Il crachait partout, par terre, sur ses amis, sur les femmes de ses amis, et j'en passe. Hein. Voilà. Donc, bon, ils se sont un peu acharnés sur Breton, mais enfin, il avait peut-être mérité. Alors, quittant le groupe surréaliste, il va être attrapé par un autre groupe tout à fait intéressant, qui est le groupe Octobre, qui est en fait un groupe de théâtre ouvrier, qui s'est d'abord appelé Prémisse, puis qui s'est un peu politisé et qui a pris donc le nom d'Octobre en hommage, en référence à la révolution bolchevique, bien sûr. Voilà. Alors, ce groupe pratique
à l'imitation de Brecht ou Piscator en Allemagne, à un théâtre engagé, contestataire, sous forme souvent de petits sketchs ou de scénettes. Voilà. Et comme ils ont besoin de quelqu'un qui écrive ces textes, ils vont faire appel à Brecht, sûrement pas, à Prévert, qui commence à être un peu connu dans ce cercle-là. Le militant communiste Lazare Fuchsmann, c'est lui qui a créé donc ce groupe, et il anime une petite troupe d'amateurs, en fait, d'acteurs amateurs, de comédiens amateurs, et donc il va demander des textes à Prévert, qui va faire ça avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Il va donc écrire déjà, en écho au scandale qui a été provoqué par les films de Buñuel, il va écrire un très long texte, le premier vraiment à être publié, qui s'appelle « Tentative de description d'un dîner de tête ». Alors peut-être que je vais lire les premiers vers et puis Dominique continuera, parce que c'est un très long poème, mais je voulais juste lire les premiers vers parce que Prévert utilise une figure de style, si on veut, qu'on appelle l'anaphore, et qu'il utilisera plusieurs fois par la suite. Voilà. Alors ça commence ainsi, tentative de description d'un dîner de tête à Paris, France. Ceux qui pieusement, ceux qui copieusement, ceux qui tricolorent, ceux qui inaugurent, ceux qui croient croire, ceux qui croient, ceux qui ont des plumes, ceux qui grignotent, ceux qui andromaquent, ceux qui dreadnoughtent, ceux qui majusculent, ceux qui chantent en mesure, ceux qui brossent à reluire, ceux qui ont du ventre, ceux qui baissent les yeux, ceux qui savent découper le poulet, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ceux qui bénissent les meutes. Et tu prends la suite si tu veux. Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas dans les prisons. Il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine, ceux qui écaillent le poisson, ceux qui mangent la mauvaise viande, ceux qui fabriquent les épingles à cheveux, ceux qui soufflent vide les bouteilles que d'autres boiront pleines, ceux qui coupent le pain avec leurs couteaux, ceux qui passent leurs vacances dans les usines, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait, ceux que l'on n'endort pas chez les dentistes, ceux qui crachent leurs poumons dans le métro, ceux qui fabriquent dans les caves des stylos avec lesquels d'autres écriront en plein air que tout va pour le mieux, ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire, ceux qui ont du travail, ceux qui n'en ont pas, ceux qui en cherchent, ceux qui n'en cherchent pas, ceux qui donnent à boire aux chevaux, ceux qui regardent leurs chiens mourir, ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire, ceux qui l'hiver se chauffent dans les églises, ceux que le Suisse envoie se chauffer dehors, ceux qui croupissent, ceux qui voudraient manger pour vivre. Voilà, donc on reconnaît déjà à ce moment-là la plume de Prévert, les jeux de mots, Alors, c'est quelle année? C'est donc peut-être 1930, hein? À peu près, oui, 1930, à peu près. Alors, il écrit donc pour ce groupe Octobre un certain nombre de textes qu'on a gardés. L'un s'appelle « Vive la presse » et c'est une petite pièce de théâtre dont les personnages sont les journaux quotidiens de l'époque et le personnage central, c'est le capitalisme. Et donc, dialogue entre le capitalisme et les journaux de cette époque-là. La dernière tirade de cette pièce avertit les ouvriers que mourir pour la patrie, c'est mourir pour Renault. Et il les met en garde et il invite à s'unir les prolétaires de tous les pays. Il est donc très proche à l'époque du Parti communiste, mais il n'a jamais voulu y adhérer
parce qu'il ne veut pas être mis en cellule. Voilà. Donc c'est une bonne raison. Mais d'autres... Embauché. C'était pas là. Mais Ah, bon. c'était pas là. Excusez-moi. Excuse-moi, c'est pas grave. Mais en fait, il écrit sur les événements politiques, mais bon, il n'entrera pas au Parti communiste, et d'autant moins que par la suite, il y aura l'invasion de la Hongrie, les procès, enfin toutes sortes de choses qui lui donneront raison de ne pas s'être inscrit. Alors, ce groupe d'octobre va participer aux Olympiades qui sont organisées, les Olympiades donc, du théâtre ouvrier, qui sont organisées à Moscou. Voilà. Et ils vont rafler le premier prix, donc ils sont très très contents. Staline est beaucoup moins content, paraît-il, parce que ce groupe Octobre n'adhère pas au Parti communiste. Ils sont indépendants et d'ailleurs, quand ils font de la publicité dans l'humanité, ils payent. Ils ne sont pas abrités comme ça. Voilà. Enfin, pour eux, c'est très très bien. Et d'ailleurs, beaucoup de ces participants, de ces comédiens amateurs, vont devenir par la suite des professionnels. Et ce qui veut dire que peu à peu, le groupe Octobre va se dissoudre et Prévert va passer à d'autres activités, plutôt tournées vers le cinéma d'ailleurs. Voilà. Donc, il échappe à la guerre de 40 parce qu'il a une maladie qui n'est pas épouvantable, si je puis dire, mais enfin qui est une maladie de la thyroïde qu'on appelle la maladie de Basedow. Peut-être certains d'entre vous connaissent ça. Basedow, oui. C'est un nom anglais apparemment, dont moi j'avais jamais entendu parler. C'est de l'hyperthyroïdie. Et c'est ce qui expliquerait, à mon avis, qu'il a les yeux quand même assez globuleux. Donc une exophthalmie qui est liée à sa maladie. Mais cette maladie lui a permis d'échapper à la guerre de 40. Et lui qui est un pacifiste convaincu, c'est extrêmement important pour lui de ne pas être obligé de faire cette guerre. Voilà. Alors il travaille à cette époque-là avec quelques réalisateurs, Jean Renoir pour Le crime de Monsieur Lange par exemple, Marcel Carné qui sera son plus fidèle collaborateur, Yves Allégret également, et deux personnes qui vont faire partie de leur équipe, c'est le décorateur Troner, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est pas du tout son nom. La plupart des artistes de cette époque-là viennent en général de Pologne ou de Bulgarie, ils ont des noms à coucher dehors, et donc, enfin si j'ose dire, et donc ils prennent généralement un nom un peu plus facile. Voilà. Et il y a aussi avec eux Joseph Cosma, qui va faire la plupart des musiques, et même des musiques sur les poèmes de Prévert. Merci. Alors, parmi les films avec Carnet, on peut citer Drôle de drame, Quai des brumes, La belle équipe, L'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac qui, si je ne me trompe, voit s'affronter Jouvet et Michel Simon, Louis Jouvet et Michel Simon, qui se détestent copieusement. Mais vraiment, c'est ahurissant. Bon, Michel Simon est connu pour avoir très mauvais caractère, et Louis Jouvet était assez raide quand même aussi, assez rigide. J'ai d'ailleurs une anecdote qui est à peine racontable, mais quand même amusante, c'est que Louis Jouvet souffrait d'hémorroïdes. Voilà. Et je sais que, parce que j'ai connu des comédiens, le trac souvent accentue ce genre de problème. Donc, il avait une scène avec Michel Simon où Louis Jouvet entrer en scène et Michel Simon devait lui dire « Asseyez-vous, mon cher ami ». Et donc, il prévient Michel Simon « Surtout, ne me dis pas « Asseyez-vous, mon cher ami, je ne peux pas m'asseoir ». Et il entre sur la scène et Michel Simon lui dit « Asseyez-vous, mon cher ami ». Bon, enfin bref, c'est une de nombreuses anecdotes sur leur rapport tumultueux. Voilà. Alors, on dit que c'est Prévert qui aurait aussi inventé la fameuse réplique bizarre
Vous avez des bizarres. Comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Voilà. Donc, c'est peut-être bien lui. Alors, en 1940, donc, il s'est fait réformer grâce à sa maladie de la thyroïde et il se réfugie, comme beaucoup d'artistes, dans la zone sud. Il va donc retrouver beaucoup d'amis là-bas et il va retrouver une femme qu'il avait connue plusieurs années avant et qui va devenir son épouse jusqu'à la fin de sa vie. Elle s'appelle Janine Tricoté. Elle va être résistante d'ailleurs, et lui refuse de porter la moindre arme, le moindre fusil, mais il va pouvoir quand même faire de la résistance parce qu'il fait la connaissance d'un poète qui n'est plus très connu, mais qui jouait à l'époque un rôle assez important. Ce poète s'appelle André Verdé, il est résistant, et d'ailleurs il ira dans un camp, mais il en reviendra quand même, contrairement à Desnos qui n'en reviendra pas. Et André Verdé lui donne tout ce qui est nécessaire pour faire de faux papiers. Donc Prévert va, pendant cette guerre et l'occupation, faire des faux papiers, en particulier pour tous les artistes, et ils sont nombreux, qui sont réfugiés dans le sud, et dont beaucoup passeront par le camp d'Émile, comme vous le savez. Voilà, donc tout en aidant la résistance dans la mesure de leurs moyens, ils continuent quand même à travailler. Et c'est l'époque de l'occupation, où Marcel Carné avec Jacques Prévert vont réaliser Les Visiteurs du soir. Pourquoi ? Parce que c'était un sujet que l'armée d'occupation, enfin les Allemands, les nazis, vont accepter, parce que c'est un sujet moyenâgeux, on va dire. Donc, personne n'y trouvait à redire. Alors, donc, Janine, c'est fait. Et Carnet, c'est fait, donc Les Visiteurs du soir. Et à ce moment-là, non, Verdé, c'est fait, voilà, très bien. Et donc, et voilà, alors Jean-Louis Barrault, par la suite, lui apportera l'histoire du mime de bureau, c'est-à-dire le sujet des enfants du paradis. Elle leur apportera le sujet des enfants du paradis. Jean-Louis Barrault, qu'il avait connu avec le groupe Octobre, au moment où il était encore peu connu, il avait fait un très beau spectacle avec une adaptation de Cervantes, adaptation donc au temps troublé qu'il vivait. Donc c'est devenu aussi un ami. Voilà. En même temps, à la fin de cette guerre, ou déjà pendant la guerre, un de leurs amis qui est professeur, qui s'appelle Berthelet, c'est bien ça, Jean Berthelet, je crois, décide de fonder une maison d'édition pour publier les textes de Prévert. L'édition du Point du Jour. Et donc, ces textes sont très difficiles à rassembler, parce qu'il n'a pratiquement rien publié. Il les donnait aux amis, il les mettait dans sa poche, il les rangeait chez lui. Enfin, donc, ce Berthelet fait un énorme travail pour pouvoir publier en 1946 le premier recueil de Prévert, c'est-à-dire Paroles, qui va avoir un énorme succès. C'est absolument inimaginable. En une semaine, je crois qu'ils vendent 5000 exemplaires. Enfin, c'est incroyable. Et il semble qu'encore à l'heure actuelle, ce soit le plus gros tirage de poésie qui ait été fait. Donc, d'ailleurs, tout le monde connaît Paroles. On ne connaît pas forcément les autres, mais tout le monde connaît Paroles. Alors, cette année 46 est donc très importante pour Prévert. C'est la première publication qu'il n'a pas cherchée lui-même, mais qui a été faite de son œuvre. Et c'est aussi la naissance de son seul enfant, une petite fille prénommée Michel, mais qu'on appellera toujours Minette. Voilà. Et peut-être que nous pouvons à ce moment-là passer au texte qui s'appelle Malgré moi, que vous connaissez peut-être parce que Yves Montand l'a dit, je crois qu'il n'a pas chanté, il l'a dit plutôt dans un de ses disques. Et voilà, et qui montre bien la forme de l'engagement de Prévert.
hein, malgré lui, en quelque sorte. Embauché malgré moi dans l'usine à idées, j'ai refusé de pointer. Mobilisé de même dans l'armée des idées, j'ai déserté. Je n'ai jamais compris grand-chose. Il n'y a jamais grand-chose, ni petite chose. Il y a autre chose. Autre chose, c'est ce que j'aime, qui me plaît et que je fais. Jacques Prévert. Donc, si Prévert est un auteur engagé, c'est au début un auteur engagé malgré lui. Il n'a pas cherché à faire une littérature engagée. Il n'avait pas de doctrine, il n'avait pas d'idéologie. Il ne se battait pas pour quelque chose, il se battait plutôt contre certaines choses. Voilà. Mais après tout, ce qu'il préférait à tout, c'était la vie. La vie, le bonheur, c'était très important pour lui, et le rire aussi. Il disait qu'on pouvait contester, qu'on pouvait critiquer, mais qu'il fallait toujours le faire avec le rire. Voilà. Alors la dernière collaboration cinématographique de Prévert se fera avec Paul Grimaud, qui fait des dessins animés, comme vous le savez, et ce sera sur une œuvre très connue, Le Roi et l'Oiseau, mais qui sera une œuvre posthume, puisque ce dessin animé paraîtra en 1980 et Jacques Prévert sera mort en 1977, quelque temps après cette parution. Et les dernières années de Prévert, je vais les résumer parce que là, ça y est, il est célèbre, il est installé, il a une maison à Paris et une maison en Normandie, enfin bon, dans le Cotentin. On pourrait dire qu'il est heureux, mais enfin, on ne sait pas si les gens sont heureux. Il a énormément de problèmes avec sa fille, Minette, qu'il a adorée, qu'il a beaucoup gâtée et qui se drogue. Et donc, non seulement c'est un très gros souci, mais en plus, Minette ne s'entend pas du tout avec sa mère, donc avec la femme de Prévert, pour toutes ces raisons. Donc, c'est une période un peu sombre quand même pour Prévert. Et puis, beaucoup de ses amis sont déjà morts, ont déjà disparu, et lui-même a un cancer au poumon, ce qui n'étonnera à personne, parce que sur toutes les photos, il a le mégot au coin de la bouche, bien qu'il n'y ait pas forcément un rapport direct. Alors, on peut lire à ce moment-là un assez joli poème qui s'appelle « Le concert n'a pas été réussi » et qui me semble évoquer un peu justement la fin de sa vie. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit et je m'en vais. La recette a été mauvaise, c'est de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. J'aurais dû vous écouter, j'aurais dû jouer du Knish. C'est une musique qui plaît. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervée. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archer. Les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Moi, je prends ma casquette, et puis 2 ou 3 cigarettes dans le paquet, je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi, quelquefois. Voilà, donc nous allons maintenant essayer de cerner d'un peu plus près ce qu'on appelle l'engagement, la contestation, l'engagement de Prévert dans sa vie et dans ses œuvres. Voilà. Alors, s'il n'a jamais été considéré, lui-même ne s'est jamais considéré comme un poète engagé. Lui, il écrit ce qu'il pense, il le dit, il le poétise, mais il ne se considère pas du tout comme un écrivain engagé. Ses réactions sont souvent des réactions contre, d'où l'étiquette de contestataire, et sont souvent aussi des réactions du cœur, peut-être plus que de l'esprit. Vraiment, il est engagé avec son cœur. D'ailleurs, dans le dictionnaire du surréalisme, on le cite et en disant « c'est celui qui avait le cœur rouge ». Donc, en effet, son engagement est un engagement plutôt par empathie, par sensibilité, voilà, par humanité. Voilà.
Donc il n'est pas idéologue, il n'a fait partie, comme je l'ai déjà dit, d'aucun groupe constitué, il n'a jamais obéi à personne, bien sûr, et donc il s'est senti proche des surréalistes, il s'est senti proche des communistes, mais en même temps ça ne dure jamais longtemps, parce qu'il y a toujours un moment où il n'est pas d'accord et où donc il proteste. Il ne faut pas. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Parce que, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et sitôt qu'il est seul, travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même, et soi-disant généreusement en l'honneur des travailleurs du bâtiment, un auto-monument. Répétons-le, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental ment monumentalement. Voilà, donc méfiance vis-à-vis des idéologues et des intellectuels. Voilà. L'une de ce qu'il poursuit ou ce qu'il attaque, ce à quoi il est très sensible, c'est la pauvreté d'abord, parce que lui-même a été pauvre. Enfant, il n'avait pas toujours de quoi manger. Il a parlé d'un réveillon où il n'y avait absolument rien à manger. Et heureusement, il y a un clochard qui avait un peu de nourriture et qui est venu partager cette nourriture avec eux. Voilà. Donc, il a donc critiqué, si on peut dire, cette pauvreté, mais surtout parce que selon lui, elle est la conséquence du capitalisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une pauvreté simple, qui, voilà, comme ça pourrait être de pauvres paysans, voilà. Pas du tout, non, c'est le capitalisme qui provoque cette pauvreté et donc cette exploitation des pauvres. Donc, il critique ceci. Alors, nous avons quelque chose peut-être là. Oui, la grasse matinée. Ah, la grasse matinée. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur, cassé, sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible, aussi la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin, dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange, et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il rince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, et il ne peut rien contre ce monde, et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics. Et dans l'intérieur, un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème arrosé sang. Un homme, très estimé dans son quartier, a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Alors un autre
ennemi, en fait, adversaire de Prévert qu'il combat tout au long de son œuvre, c'est l'intolérance. Prévert, c'est la tolérance faite homme. Voilà. Alors, cette intolérance, il la critique dans la société, bien sûr, mais aussi dans la famille. Alors lui, ce qu'il a connu, c'est l'intolérance du grand-père, Auguste le Sévère, le fameux Auguste le Sévère, qui en effet était absolument intolérant et en plus vraiment méprisant, brutal, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et vis-à-vis de son fils surtout, son pauvre fils qui subissait ça. Voilà. Alors lui, il a vécu dans une famille plutôt aimante et tolérante. Ses parents étaient vraiment extrêmement bienveillants, mais le patriarcat, dans toute son horreur, sans nuance, c'est le grand-père Auguste qui l'incarne. La société où il vit en dehors de ses amis artistes est une société encore très conservatrice. Et les apparences sont importantes, elles sont essentielles. Comme on va le voir dans un texte qui s'appelle « La lessive » et dont le leitmotiv est que tout ceci ne sorte pas d'ici. C'est le jour de la lessive, et c'est l'odeur de la famille. Et le chef de famille, chef de bureau, dans son pavillon de chef-lieu de canton, va et vient autour du baquet familial et répète sa formule favorite. Il faut laver son linge sale en famille. Et toute la famille glousse d'horreur, de honte, frémit, et brosse, et frotte, et brosse. Le chat faudrait bien s'en aller, tout cela lui lève le cœur du petit chat de la maison. Mais la porte est cadenassée. Alors le pauvre petit chat dégueule, le pauvre petit morceau de cœur que la veille il avait mangé. Et soudain, de longs sanglots. Le petit chat met ses pattes sur ses oreilles pour ne pas entendre ce bruit, parce qu'il aime la fille, et que c'est elle qui crie. C'est à elle qu'on en voulait. C'est la jeune fille de la maison. Elle est nue. Elle crie. Elle pleure. Et d'un coup de brosse à chien-dent sur sa tête, le père la rappelle à raison. Elle a une tache, la jeune fille de la maison. Et toute la famille la plonge et la replonge. Elle saigne, elle hurle, mais elle ne veut pas dire le nom. Et le père hurle aussi. Que tout ceci ne sorte pas d'ici, que tout ceci reste entre nous, dit la mère. Et les fils, les cousins, les moustiques crient aussi. Et le perroquet sur son perchoir répète aussi que tout ceci ne sorte pas d'ici. Bonheur de la famille, bonheur du père, bonheur du fils. Honneur, honneur du perroquet Saint-Esprit. Elle est enceinte, la jeune fille de la maison. Il ne faut pas que le nouveau-né sorte, il ne faut pas que le nouveau-né sorte d'ici. On ne connaît pas le nom du père. Très bien. Voilà, je pense que c'est assez sensible à ce qui se passait à l'époque, en tout cas dans beaucoup de familles. Voilà. Donc les apparences doivent être sauves. C'est pourquoi le petit Louis s'est trouvé avec deux mamans, une vraie et une fausse. Alors, cette intolérance, elle existe aussi à une autre échelle dans la société, et en particulier dans les gens qui viennent travailler dans les usines et autres, et qui ne sont pas d'ici, qui ne sont pas français. Alors le texte que nous allons lire, on pourrait dire qu'il est toujours d'actualité. Malheureusement. Étranges étrangers. Étranges étrangers. Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel. Hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumions de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres, désœuvrés, polacs, du Marais, du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou du Cap Finistère, rescapés de Franco,
et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves, noirs, de Fréjus, tiraillés, parqués au bord d'une petite mer, où peu vous vous baignez, esclaves noirs de Fréjus, qui évoquent chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter, au pas cadencé, la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés, naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis, et si vite en allés qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges et étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de ces vies, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Très bien. Alors donc, comme on l'a déjà dit, Prévert est absolument anticonformiste. Le micro. Donc, il est absolument anticonformiste et je pense qu'il est suivi quand même par pas mal de ses amis artistes, mais pas tellement par la société en général. En fait, Prévert, ce qu'il cherche avant tout, ce qu'il aimerait chercher, c'est le bonheur, les belles choses. Il pense que justement, tous ces gens qui critiquent, qui se battent, qui perdent leur temps. C'est lui qui a dit « il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Et voilà, donc c'est ça, sa morale en fait, sa vraie morale est plutôt une morale, on va dire, de la jouissance, une morale de... Oui, jubilatoire. D'ailleurs, il dit souvent que résister c'est bien, mais à condition que ça se fasse dans le rire. C'est pas quelqu'un qui va se mettre des cendres sur la tête, pas du tout. Il cherche vraiment le bonheur, le rire, et voilà, il y arrive quelquefois. Alors, les deux institutions qui sont le plus contestées et poursuivies par Prévert, ce sont la religion et l'armée ou la guerre, si vous voulez. Voilà. Alors, la religion, vous connaissez tous ces vers, « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie. » Voilà, c'est tout à fait sa philosophie. Alors, la religion, il y a plusieurs choses. D'abord, elle est souvent la complice de l'ordre établi. Donc, le moyen pour les exploiteurs de réduire au silence, à la soumission, ceux qu'ils exploitent. Voilà. Et la religion, c'est aussi donc des croyances qu'il rejette totalement. Il dit, c'est moi qui dis ça? Non, c'est toi? Non, c'est moi. Non, c'est pas Paul et Virginie. Excuse-moi, on y reviendra. Non, il déclare: j'ai toujours été intact de Dieu, et c'est en pure perte que ses émissaires, ses commissaires, ses prêtres, ses directeurs de conscience, ses ingénieurs des âmes, ses maîtres à penser, se sont évertués à me sauver. Même tout petit, j'étais assez grand pour me sauver moi-même, dès que je les voyais arriver. Et le double sens de se sauver est ici très savoureux. Il ne voulait pas être sauvé, mais il se sauvait. C'est ça, voilà. Donc Prévert n'est pas seulement anticlérical, il est d'abord athée. Complètement, absolument athée. Voilà. Et il le revendique.
Et il est anticlérical également, et il exprime ses convictions antireligieuses avec un humour corrosif et et audacieux même, et il blasphème avec un plaisir non dissimulé. Voilà. Alors, est-ce que nous y arrivons? Donc, il ridiculise le clergé. Écriture sainte. Voilà, dans plusieurs textes. Écriture sainte, allons-y. À Paul et Virginie, au tenon et à la mortaise, à la chèvre et au chou, à la paille et à la poutre, au-dessus et au-dessous du panier, à Saint-Pierre et à Miquelon, à la une et à la deux, à la migale et à la fourmi, aux istes et aux estes, à votre santé et la mienne, au bien et au mal, à Dieu et au diable, à l'oreille et hardi. Dieu est un grand lapin. Il habite plus haut que la terre, tout en haut là-haut dans les cieux, dans son grand terrier nuageux. Le diable est un grand lièvre rouge avec un fusil tout gris pour tirer dans l'ombre de la nuit, mais Dieu est un gros lapin. Il a l'oreille du monde, il connaît la musique. Une fois, il a eu un grand-fils, un joyeux lapin, et il l'a envoyé sur terre pour sauver les lapins d'en bas. Et son fils a été rapidement liquidé. Et on l'a appelé Civet. Évidemment, il a passé de bien mauvais moments. Et puis il a repris du poil de la bête. Il s'est remis les os en place. Les reins, le râble, la tête et tout. Et il a fait un bond prodigieux. Et le voilà maintenant, rude lapin, bondissant dans les cieux, à la droite et à la gauche, du grand lapin tout-puissant. Et le diable tire dans l'ombre et revient bredouille chaque nuit. Rien dans son charnier. Rien à se mettre sous la charnière. Très bien. Voilà donc l'humour dévastateur et vraiment jubilatoire de Prévert quand il évoque la religion ou le clergé. Il y a pas mal de choses aussi contre le clergé. Il ridiculise le clergé très souvent, en particulier dans un très long poème qui s'appelle « La crosse en l'air ». Un petit extrait. Rassurez-vous, braves gens, ce n'est pas un appel à la révolte. C'est un évêque qui est saoul et qui met sa crosse en l'air, comme ça en titubant. Il est saoul. Il a sur la tête cette coiffure qu'on appelle mitre, et tous ses vêtements sont brodés richement. Il est saoul. Il roule dans le ruisseau. Sa mitre tombe. C'est le soir. Ça se passe rue de Rome, près de la gare Saint-Lazare. Et sur le trottoir, il y a un chien. Il est assis sur son cul. Il regarde l'évêque regarde le chien, il se regarde en chien de faïence, mais voilà, l'évêque fermant les yeux, l'évêque secoué par le hoquet, le chien reste immobile et seul, mais l'évêque voit deux chiens. Dégueulis, dégueulis, dégueulis. Voilà l'évêque qui vomit. Dans le ruisseau passent des cheveux, des vieux peignes, des tickets, des métros, des morceaux de ouate, thermogènes, des préservatifs, des bouchons de liège et des mégots. L'évêque pense tristement. Est-il possible que j'ai mangé tout ça? Le chien hausse les épaules et s'enfuit avec la mitre. L'évêque reste seul devant la pharmacie. Ça se passe rue de Rome. Rue de Rome, il y a une pharmacie. L'évêque crie. Le pharmacien sort de sa pharmacie, il voit l'évêque, il fait le signe de croix, puis plaçant ensuite deux doigts dans la bouche de l'évêque, il l'aide. Il aide l'évêque à vomir. L'autre l'appelle son fils et fait le signe de la croix, puis recommence à vomir. Le pharmacien, avec les doigts qui ont fait le signe de la croix, aide encore l'évêque à vomir, puis fait le signe de la croix, et ainsi de suite. D'ailleurs, il n'hésite pas devant les jeux de mots les plus enfantins. Par exemple, je crois que c'est dans ce poème qu'il dit « La pipe au papa du pape, pue ». Et aussi, quand il parle du pape, le pape paraît au balcon avec ses soupapes. Et le pape a sur la tête la fameuse coiffure à 3 cordes, appelée tiare ou mitre, qu'un chien va lui voler. Et le pape s'en va en retroussant ses jupons blancs. Bon, bref, il s'amuse beaucoup.
Alors, au milieu de toutes ces critiques de la religion, il critique aussi, enfin, il fait intervenir la politique, c'est-à-dire qu'il y a Mussolini, bien sûr, qui va voir le pape. Et il y a de l'autre côté Franco, hein, qui est évidemment allié à la religion la plus conservatrice. Donc c'est un moyen de critiquer en même temps donc, la dictature et la religion catholique en tout cas. Donc l'autre institution à laquelle s'attaque avec virulence Jacques Prévert, c'est la guerre, et avec la guerre, l'armée. Hein, comme la religion et le clergé, la guerre et l'armée. Alors Prévert a connu 2 guerres, sans compter les guerres de décolonisation. Farouchement pacifiste, il a été réformé à son grand soulagement, mais en 1940, nombre de ses amis sont partis et certains, comme Desnos, n'en sont pas revenus, n'est pas revenu du camp de concentration. Pour Jacques Prévert, la guerre est d'abord absurde, hein, totalement absurde, comme pour Voltaire ou Montesquieu au XVIIIe siècle. La mort s'oppose à la vie, bien sûr, mais s'oppose aussi à la beauté, au bonheur dont nous avons déjà parlé. Et on trouve dans Paroles une obsession de tout ce sang qui coule. Hein. Il écrit « Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule ?» Donc, il a des obsessions vraiment concrètes, précises. Hein. Comme toujours chez Prévert, ce ne sont pas seulement des idées ou des abstractions. Hein, c'est des choses qu'il voit et qu'il ne peut pas supporter. Hein, donc, il dénonce. De plus, pour Prévert aussi, la guerre est souvent liée au XXe siècle au capitalisme, hein, au monde des affaires. Et c'est donc devenu une sorte de banalité que la guerre, comme il le montre dans Familial. La mère fait du tricot. Le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien, absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires, lui, la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote, le père continue, il fait des affaires, le fils est tué, il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie, avec le tricot, la guerre, des affaires. Les affaires, la guerre, le tricot, la guerre, les affaires et les affaires, et la vie avec le cimetière. Voilà donc la critique de la guerre et à la fois de ses conséquences tragiques et de l'influence qu'elle peut avoir sur les mentalités, puisque la plupart des gens trouvent en effet naturel qu'il y ait des guerres, qu'on se batte et qu'on en meure. Voilà. Alors sa femme, Janine, va raconter qu'un soir, en rentrant chez lui, enfin il rentre chez eux, et Prévert, sans ôter ni son chapeau ni son manteau, se précipite vers son bureau et il écrit d'une seule traite « Barbara ». Le poème sans doute le plus connu et le plus émouvant contre la guerre et contre ces terribles ravages. Que je vais essayer de lire, c'est pas facile. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisée rue de Siam. Tu souriais. Et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là,
N'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jetée dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara, et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sage et heureuse, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse. Cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenue maintenant? Sous cette pluie de fer, de feu d'acier, de sang, et celui qui te serrait dans les bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant? Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil, terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Très bien. Voilà donc, pour résumer un petit peu l'engagement de Prévert, bon, on peut parler de ce pacifisme actif qui fait qu'il est sensible particulièrement. Il va toujours s'engager, jusqu'à sa mort, il s'engagera contre la censure déjà, donc il défendra Genet, Sade, tous ceux qui sont susceptibles d'être censurés. Il s'engagera pour la liberté, par exemple pour Nazım Hikmet quand il sera emprisonné en Turquie. Il s'engagera contre la guerre d'Algérie par exemple, contre la torture bien sûr. Et donc tous ces motifs de contestation et d'engagement vont le suivre et le pénétrer jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce n'est pas quelqu'un qui s'engage bruyamment, c'est quelqu'un qui s'engage discrètement. Comme il est devenu célèbre, bien sûr, son nom est important dans une pétition, dans un article, mais il ne cherche pas à faire la révolution, et il ne cherche pas à établir ou à imaginer une autre société. Il est plutôt en réaction, plutôt. C'est pourquoi on dit souvent c'est un poète contestataire, mais ce n'est pas un poète révolutionnaire. Voilà. Alors, pour terminer, donc, on a déjà dit que ce n'était pas un théoricien ni un idéologue, et que même, on a déjà dit qu'il se méfie plutôt des intellectuels, des idéologues, des théoriciens. Voilà. Il tient plus que tout à sa liberté et à sa liberté de jugement. C'est pourquoi il ne veut pas être embringué dans un parti ou dans un mouvement. Une autre chose, c'est que dans ses dénonciations, comme nous l'avons vu dans les lectures, la forme est importante. Il écrit quand même de la poésie, une poésie qui lui ressemble, qui n'utilise pas forcément les mêmes figures de style que dans des poésies plus classiques ou plus lyriques, mais il y a quand même un certain lyrisme chez Prévert, avec les thèmes lyriques que sont l'amour, la fuite du temps, la souffrance, etc. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans la vie de Prévert, évidemment, le contexte historique est important. C'est ce qui nous ramène bien sûr au thème de cette année, à savoir donc la littérature en face de l'histoire. Prévert a été gâté, si on peut dire, au XXe siècle, par tous les événements, toutes l'entre-deux-guerres, l'après-guerre, etc., de ce XXe siècle. Donc c'est peut-être aussi ce qui a rendu sa poésie populaire. Elle était en phase avec ce que vivaient les gens, et populaire aussi par sa simplicité.
Simplicité apparente, hein, parce qu'il y a du travail, bien sûr, mais simplicité du vocabulaire, par exemple. Hein. Et disons que sa pensée est claire. Hein, si on pense à d'autres poètes surréalistes, comme justement Desnos ou Éluard, certaines choses sont très claires et d'autres pas du tout. Chez Prévert, tout est vraiment clair. Voilà. Et j'ai pensé aussi, à propos de l'engagement de Prévert, à un texte d'Albert Camus, auquel je reviens toujours, et un texte qui fait partie du discours de Suède, où il remplace le mot engagé par le mot embarqué. Et ça m'a paru vraiment bien correspondre. Albert Camus donc écrit « Nous vivons une époque intéressante. En tout cas, elle n'admet pas que nous puissions nous désintéresser d'elle. Les écrivains d'aujourd'hui savent cela. L'écrivain ne peut plus espérer se tenir à l'écart. L'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué. Tout artiste d'aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps. Nous sommes en pleine mer. L'artiste, comme les autres, doit ramer à son tour, sans mourir s'il le peut, c'est-à-dire en continuant de vivre et de créer. Être conscient du monde sans cesser de vivre pour autant, dénoncer et combattre les injustices, mais ne l'oublions pas, être heureux autant qu'on peut. C'est très important pour Prévert, voilà, le bonheur. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là.